L'écrivain et scénariste Dan Frank, lauréat de nombreux prix tels que le prix du premier roman pour Les Calendes grecques, prix Renaudot pour La séparation, prix du meilleur documentaire pour Les aventuriers de l'art moderne, était à la librairie Ombre Blanche mardi 9 décembre 2025 pour présenter le tome 2 de la tétralogie Le roman des artistes paru chez Grasset. Ce deuxième volume raconte la vie des grands créateurs de 1847 à 1860. Victor Hugo en exil, Flaubert en procès pour Madame Bovary, Baudelaire pour Les Fleurs du Mal, mais aussi tous ceux qui jouèrent un rôle historique comme Lamartine, Eugène Sue, Balzac, Alexandre Dumas. On y retrouve bien sûr les écrivains du premier tome, Musset, Vigny, George Sand, les peintres Delacroix et Ingres, rejoints par Corot, Millet et Courbet, mais aussi Nadar, incarnant les débuts de la photographie. Autant de personnages dont nous partageons les combats, les amitiés, les amours, les querelles et les réconciliations, le génie et les bassesses. Dan Frank était en conversation ici avec le libraire Benjamin Lebrun. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à la rencontre de notre invité que nous sommes très heureux d'accueillir. Dan Frank, merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la librairie. On va discuter ce soir du second volume de la tétralogie le roman des artistes. Le second volume s'intitule Révolution, après un premier volume qui était paru l'an dernier et qui s'intitule toujours d'ailleurs Romantisme au pluriel. Ce second volume a paru donc aux éditions Grasset cet automne, comme le premier. Je dis quelques mots de présentation avant de vous laisser la parole. Vous êtes écrivain, auteur d'une vingtaine de romans et de récits. Vous êtes également co-auteur avec Vautrin de la série Borrow Reporter. Et vous êtes également scénariste pour le cinéma, la télévision. Et voilà, vous avez une bibliographie qui est très complète, qui figure dans le livre. Donc je renvoie les lecteurs à cette bibliographie. Pour en revenir au livre de ce soir, donc le Révolution couvre une période qui va, disons, de 1845 à 1860. Le premier volume couvrait, lui, la partie, les tout début, en fait, l'émergence du mouvement romantique à partir de 1820 jusqu'à 1845. Donc voilà, le second volume commence là où le premier s'arrêtait, mais on peut les lire en fait comme un diptyque, tout comme on peut lire le second sans avoir lu le premier. On y retrouve pas mal des protagonistes. Et ce qui domine donc en ces années 1845-1860, la période couverte par le livre, c'est bien entendu les événements politiques et la révolution de février puis de juin 1848 qui donne son titre au volume. Et puis ensuite la trahison et l'effondrement de cette république sous le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui deviendra Napoléon III avec la fondation du Second Empire en 1852. Comme je disais, on retrouve donc tous les protagonistes du premier, on les retrouve avec plaisir, tous les romantiques de la première génération, Hugo, Dumas, Balzac, Baudelaire, Sand, Delacroix, bon la liste est très longue. Il y a un seul nouvel... il y a quelques nouveaux arrivants, mais le principal parmi les écrivains, c'est Gustave Flaubert, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis en peinture, peut-être Gustave Courbet, qui est un peu celui qui fait une entrée fracassante aussi sur cette scène picturale. Et voilà, donc juste une première question sur ce temps qui a passé, là, 25 ans presque après le début de la génération, enfin la première génération romantique. Qu'est-ce qu'il en est des idéaux romantiques en 1845 et où en sont ces personnages? Et d'abord, peut-être qu'il faudrait que je parle du premier tome aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais je vais... En fait, ces deux premiers tomes sont une espèce d'un diptyque, en fait. Et mon idée, pour parler du projet en général, qui explique un peu la manière dont ces livres sont écrits, j'avais publié je répondrai à peu près après à votre question, hein, mais j'avais publié il y a un certain nombre d'années déjà une trilogie de 3 livres qui s'appelle Bohème, Libertad et Minuit et qui racontait la vie des artistes entre l'arrivée de Picasso en 1905 à Paris et puis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale avec Sartre et Beauvoir. Et
je racontais tout ça comme un romancier peut raconter une histoire. Je suis un romancier d'abord et avant tout, mais simplement mes personnages étaient tous des artistes qui avaient vécu, et il n'y avait pas d'invention autre qu'une invention de construction. Et c'est un peu le même principe que j'ai repris avec romantisme et révolution, c'est-à-dire ce qu'on a, le roman des artistes. Il y aura donc 4 tomes, et j'ai eu envie en fait, de raconter la naissance, au fond, de la littérature moderne, de la peinture moderne, et de cette époque qui va nous amener peu à peu à Picasso, au bateau Lavoir, et donc à la période qui suivra. Et mes personnages sont de la même manière que c'était ceux qui étaient de Bohème, Libertad et Minuit. Ce ne sont que des artistes. Donc ce sont des artistes de cette époque-là. Et j'ai oublié la phrase de Baudelaire que j'ai mise en exergue du premier tome, mais qui correspond absolument à ma démarche. Et Baudelaire disait en substance, rien n'est plus simple et n'est plus agréable et n'est plus riche que d'étudier la vie des créateurs pour comprendre leurs œuvres. Et c'est mon idée, en fait, c'est-à-dire donner la vie, de la vie, raconter leur histoire, et l'histoire de eux dans la société, et l'histoire de la création de leurs œuvres, comme un romancier, voilà, et pas du tout comme un historien, bien que, évidemment, je me suis beaucoup nourri des livres des historiens, ainsi que des correspondances, des journaux, de tout ce qu'on a pu écrire sur ces gens-là en leur temps. Oui, et le grand plaisir qu'on ressent, qu'on éprouve à la lecture des livres, c'est que ces personnages qui sont maintenant, plus de 150 ans après leur vie réelle, qui sont devenus un peu des classiques, qui sont rangés sur les étagères des bibliothèques ou des librairies, là on les découvre, ou on les retrouve en vrais personnages, en chair et en os. Mais c'est-à-dire, quand ils arrivent, donc dans les années 1820, enfin après Napoléon, en fait, après Napoléon Ier, c'est des jeunes gens. Ils ont 20 ans, 25 ans. Et ils s'appellent en effet Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sand, enfin ils sont ces gens-là, Delacroix. Et ces gens-là ont décidé c'est l'issue le début du mouvement romantique en France. Ils ont décidé de casser les vieux codes, c'est-à-dire de libérer le théâtre des normes qui étaient à l'époque, et donc de plus respecter l'unité de lieu ni l'unité de temps. Et en peinture, eh bien, c'est d'arrêter de représenter des dieux, des sylphides, des anges, mais de faire ce que Delacroix fait, par exemple, avec La liberté guidant le peuple. Et en littérature, c'est de répondre à cette demande nouvelle, qui est une demande très importante dans l'histoire générale et de la presse et de la littérature, c'est-à-dire la littérature de feuilleton. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Émile de Girardin, et qui s'intéresse à la presse, et qui un jour décide de rendre la presse un peu plus populaire. La presse était lue dans des cabinets de lecture, ça coûtait extrêmement cher. Donc les gens se les prêtaient dans ces cabinets de lecture. Et Émile de Girardin se dit, je vais baisser le prix de vente des journaux, et pour ce faire, je vais inclure ce qu'on a appelé la réclame, donc la publicité, et je vais demander à des écrivains de raconter des histoires. Et c'est ainsi qu'est né le roman populaire français, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, et ils ont tous, donc le principe, l'idée, c'était exactement comme les feuilletons aujourd'hui, les séries, c'est-à-dire on écrit un chapitre et il faut que ça se termine de telle sorte qu'on ait envie d'acheter le journal le lendemain pour lire la suite. C'est ce qu'aujourd'hui dans les séries, moi j'écris des séries, donc je les construis de la même manière, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des cliffhangers, et qu'on appelait, Sainte-Beuve appelait à son époque, des traquenards d'intérêt, qui est quand même un mot absolument extraordinaire. Donc cette presse nouvelle va créer une littérature nouvelle, et ils vont tous s'y mettre, que ce soit Balzac, que ce soit Eugène Sue, que ce soit Alexandre Dumas, ils vont tous s'y mettre, ils vont tous se regarder avec un peu de jalousie quand même, hein. Balzac par exemple c'est l'un de ceux qui commence le premier à écrire dans les feuilletons, et puis Dumas le dépasse, parce que Dumas il écrit, alors lui il a une équipe, hein, il n'écrit pas tout seul, il a des gens qui travaillent pour lui,
Bon, et enfin bref, ces gens-là inventent la littérature moderne, de même que les peintres inventent la peinture moderne. Je pense à Delacroix notamment, qui est le grand peintre de cette époque. Et tout ça constitue le romantisme. Mais donc le romantisme, c'est un engagement. Et ma tomaison de mes livres est axée là-dessus, c'est-à-dire quels sont les grands événements et comment est-ce qu'ils les vivent. Et dans le premier tome, c'est la Révolution de 1830. Dans le deuxième tome, c'est la Révolution de 1848. Après, ce sera la Commune, parce que c'est des événements qui sont des événements majeurs et qui sont également des événements extrêmement importants dans notre histoire, puisque c'est ce qui amène la République dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça m'intéressait beaucoup de voir, par exemple, Alexandre Dumas, qui en 1830 prend les armes carrément et monte sur les barricades. Hugo, lui, pas du tout, parce que Hugo, il doit un livre à son éditeur. Je crois que c'est la cathédrale de Paris, je crois que c'est celui-là qu'il doit à son éditeur. Notre-Dame, c'est ça. Et son éditeur lui dit, si tu ne me rends pas ta copie, on casse le contrat. Donc Hugo s'enferme, demande à sa femme de lui enlever tous ses vêtements, il garde son pyjama, puis pendant la Révolution de 1830 est là, et il écrit. Donc il n'est pas là. Mais en 1948, donc, dans ce tome-là, Dumas est là aussi, un peu moins, mais quand même il est là, et Hugo, lui, en revanche, change. Et c'est, par exemple, le destin de Hugo est extrêmement intéressant. C'est formidable de suivre l'histoire de Victor Hugo, parce que c'est le Picasso de l'époque, c'est-à-dire que c'est le grand créateur, et c'est lui qui va faire tout le siècle. Donc en fait, c'est un personnage tout à fait fondamental. Et Hugo, on a toujours cette impression c'est une statue, c'est une icône, on ne peut pas toucher à Victor Hugo, de même qu'on ne peut pas toucher à Picasso. Or, c'est plutôt celui auquel on ne peut pas toucher, c'est le Victor Hugo plutôt de la fin finalement de sa vie. Oui, mais c'est un ensemble. Or, quand vous suivez l'évolution de Victor Hugo, c'est très très intéressant parce qu'il est d'abord royaliste, et puis ensuite il devient républicain, mais il ne devient pas tout de suite républicain. À son époque, il est considéré donc comme il est pair de France, c'est-à-dire en fait sénateur, très jeune, très très jeune, et il est considéré comme un opportuniste en fait, avec quand même une constante, c'est qu'il a toujours été le défenseur absolu, l'opposition absolue à la peine de mort. Et ça, c'est vraiment une constante. Mais c'est intéressant de le voir et de raconter l'histoire de la Révolution de 1848, qui est un peu complexe quand même, parce qu'elle se passe en 2 temps, et de voir ces artistes, et notamment Hugo, qui finit par s'engager vraiment, mais qui soutient celui qui va devenir Napoléon III, excusez-moi, comme tous, ils vont tous le soutenir. Et Napoléon III va arriver au pouvoir avec un programme de gauche, un livre qui s'appelle L'extinction du paupérisme. Il est soutenu par tout le monde. Et puis quand il arrive, il fait une politique de droite et il fait un coup d'État. Donc, moi, j'ai envie de voir comment ils sont tous. Comment George Sand se débrouille avec tout ça. George Sand, qui est une figure féminine de l'époque, est absolument très très importante. Donc effectivement, vous l'avez dit, le grand événement de cette période, c'est la Révolution de 1848. Vous l'avez dit, elle se passe sur plusieurs mois, plusieurs moments. D'abord février, la proclamation de la République en février, des élections qui suivent assez rapidement, et puis déjà une rupture au sein des Républicains, les journées de juin. Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands moments de ces quelques mois décisifs et peut-être aussi ce qui précipite les événements en février 48, ce qui entraîne la chute de la monarchie de Juillet, qui est un régime qui tenait bon an mal an depuis 18 ans. On a la révolution de 1830 chasse Charles X. C'est dur à dire. Hein. Donc ça chasse Charles X. Et ce sont... et en fait... en gros, c'est une révolution assez bourgeoise. C'est la bourgeoisie qui décide à un moment donné de récupérer une partie du pouvoir royaliste pour aller avec la révolution industrielle qui est en train de se profiler. Donc ce sont les banquiers qui prennent le pouvoir, c'est pas vraiment le peuple, c'est Louis-Philippe qui arrive là. Louis-Philippe, soit dit en passant, que Alexandre Dumas connaît très bien, parce que quand Dumas est arrivé en France,
à Paris. Il a été employé à la Bibliothèque royale. Louis-Philippe n'était pas encore roi, mais c'est lui qui lui a appris à ponctuer, parce que Dumas ne savait pas ponctuer, il était très mauvais en ponctuation. Et donc, Louis-Philippe prend le pouvoir en 1830 et il le garde jusqu'en 1848. Et en 1848, il est chassé à son tour. Les républicains prennent le pouvoir en février et c'est toujours également une révolution bourgeoise. Et en juin, donc la deuxième époque de cette révolution-là, après la proclamation de la Première République, au mois de juin, les ouvriers se révoltent parce qu'ils se sentent trahis. Et il y a une répression qui est absolument épouvantable à la suite de... Je vais vite, hein, parce qu'au fond, là c'est un cours d'histoire que je vous fais, mais c'est pas... le fond du livre, il n'est pas là, quoi. Il est où ils sont, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, et dans ces événements-là. Par exemple, Victor Hugo, pour prendre l'exemple de Victor Hugo, il soutient comme tous l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon III. Et puis au mois de juin, quand il y a une révolte ouvrière extrêmement très très réprimée, quand même très violemment réprimée, il est donc sénateur et il est du côté de la répression, ce qui paraît toujours étrange quand on connaît la vie de Victor Hugo après, mais c'est comme ça. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est de raconter à la fois, si on en reste à Victor Hugo, à la fois Victor Hugo dans ses prises de position politiques, mais aussi Victor Hugo avec les femmes, parce que ça en dit long sur la condition de la femme à l'époque. Et je raconte une anecdote, après je parlerai un peu de George Sand, parce que là-dessus elle est aussi très très fondamentale, mais Victor Hugo, il a toujours eu des tas de maîtresses en fait, il était très priapique en fait. C'était même étrange, je dirais étrange. Et il avait une femme légitime, évidemment, et puis il avait une maîtresse qui s'appelle Juliette Drouet, qui était une comédienne, dont il est tombé fou amoureux quand il avait 35 ans. Et il a dit à cette femme, je m'occupe de tout, tu ne travailles plus, je te paye tout, je prends toutes tes dettes, je m'occupe même de ta fille, mais tu sors plus et tu ne fais que t'occuper de moi. Et puis il avait une autre maîtresse qui était plus jeune, qui s'appelait Léonie, qui était la femme d'un peintre qui avait 20 ans, ou à peu près 20 ans, et qui lui dit, mais quand même, moi j'aimerais bien qu'on ait un endroit à nous. Donc il prend un studio dans Paris, et puis un jour, il est avec elle, un matin, on frappe à la porte, c'était le mari et l'huissier. Donc évidemment, ça la fout mal, il est sénateur, pair de France, donc ça la fout mal. Et la loi à l'époque fait que quand il y a constat d'adultère, la femme va directement en prison, quoi qu'il se passe. Et l'homme, si le mari porte plainte, il y a procès et c'est public. Et si le mari ne porte pas plainte, on écrase l'affaire. Mais la femme est en prison. Et Victor Hugo a demandé au roi Louis-Philippe d'écraser l'affaire. On a demandé, donc Louis-Philippe a fait acheter des toiles, le mari était peintre, en lui disant, bon, bah, tu t'écrases, on t'achète des peintures. Et ça s'est réglé comme ça. Ça en dit long, comme vraiment sur... Hugo, il s'en est sorti très bien. Mais sa maîtresse, elle a fait 3 ou 4 mois de prison, quoi. Et la condition de la femme, c'est ça. Et George Sand, je parlais de George Sand, puisqu'on en est à cette condition féminine. George Sand, son histoire est aussi assez complexe. Sa mère est une ouvrière, elle est pauvre, mais sa grand-mère est riche. Et quand sa grand-mère meurt, George Sand hérite. Et donc, elle devient riche. Et elle épouse un homme. Et la fortune de George Sand passe entre les mains de son mari. Donc c'est lui qui détient la fortune familiale. Et ils ont 2 enfants. Ils se trompent allègrement. Elle avec Musset, avec Chopin, ça on peut en parler aussi. Et lui avec les amours ancillaires, avec les domestiques, les dames qui servaient à la maison. Donc elle demande la séparation de corps. À l'époque, le divorce qui avait été autorisé par... la Révolution était ensuite interdite par Napoléon Ier. Et donc, George Sand obtient, après une grande bagarre, elle obtient la séparation de corps et la garde des enfants partagée. C'est-à-dire qu'elle garde son fils, et puis le mari garde la fille, puis il y a des échanges comme ça. En revanche, c'est lui qui garde la fortune, et c'est lui qui verse une pension à George Sand sur l'argent qui lui appartient à elle.
Bon, ben c'est ça, la société la société pré-Second Empire, c'est ça. Et quand la Révolution de 1848 arrive, George Sand monte à Paris. Elle a fait beaucoup pour les paysans, elle était extrêmement engagée. Et elle défend la République et elle défend les républicains qui ont le pouvoir proclamé par Lamartine. Et puis, au moment de l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte, il y a une répression qui est extrêmement forte et elle retourne dans le Berry pour se cacher. Et oui, et vous avez dit un mot de Lamartine. Enfin, peut-être on peut en dire un mot justement sur son rôle à lui, qui est plutôt, qui paraît être vraiment le poète romantique par excellence. Bon, peut-être après Victor Hugo, mais dans sa tour d'ivoire, qui parle de lui à troisième personne. Enfin, ah oui. Et finalement, il a un rôle décisif, capital en février. Enfin, c'est-à-dire que, en vérité, ce qui est assez rigolo dans ce mouvement romantique, c'est que les icônes du romantisme, c'est Chateaubriand et Lamartine, et Delacroix. Or, Lamartine, en effet, il n'est pas du tout... Enfin, il est romantique, oui, sa poésie est extrêmement romantique, imagée, la nature, etc. Delacroix, c'est intéressant aussi, parce que je reviendrai à nos moutons, mais Delacroix, c'est lui qui fait La liberté guidant le peuple, qui est le tableau de la Révolution de 1830 et le tableau du romantisme. Or, Delacroix, en 1830, il n'était pas du tout sur les barricades et nulle part. Il gardait l'étoile du Louvre avec Ingres. Et Victor Hugo, qui était quand même, avec Alexandre Dumas, l'un des novateurs les plus en vue et qui ont défendu le mouvement romantique de manière très, très forte, très puissante, voulait absolument qu'on considère que Delacroix était le peintre romantique. Et Delacroix, il s'en foutait complètement. Delacroix, il disait, moi, quand j'ai envie d'emmener une fille chez moi, je ne vais pas l'emmener voir la lune, je l'emmène chez moi. Et donc, ce peintre-là qui apparaît comme étant le romantique, le peintre romantique absolu, il ne revendique pas du tout ça, contrairement à Courbet, qui lui revendiquera d'être réaliste et qui sera le peintre du réalisme. Et donc, alors, la révolution donc, de 48 se conclut par une élection. Alors, quand même, la première élection présidentielle au suffrage universel. Au suffrage universel masculin. Masculin. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Oui. Malgré, oui, ou même d'ailleurs, George Sand a une position là-dessus qui est... George Sand, c'est très étrange, George Sand. C'est un personnage assez double. Par exemple, on a fait tout un truc, une histoire, une légende absolue de ses amours avec Musset. C'est vraiment l'amour romantique par excellence. Or, quand on regarde un peu les choses, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tombés un peu amoureux l'un de l'autre, on suppose quand même. Puis au bout de quelques semaines, ils partent à Venise. Elle l'emmène à Venise. Et à Venise, il tombe malade. Alors, il faut savoir que Musset, c'était un alcoolique, dragueur. Donc, il buvait, puis il adorait les filles. Et donc, quand il est à Venise, il va voir quelques danseuses. Et puis, il tombe malade. George Sand le veille. Et puis, le médecin qui soigne Musset, il est pas mal. Il s'appelle Pacello. Elle le trouve plutôt beau. Donc, elle l'emmène dans son lit. Et puis, elle rompt avec Musset. Donc, ça dure assez peu de temps, leur histoire. Et puis ensuite, ils essaient de se rabibocher, donc ils s'envoient des lettres, et c'est parce qu'il y a eu cette correspondance qu'on considère que leurs amours, c'est l'amour absolu, alors qu'en vérité, ça dure assez peu de temps, qu'ils n'arrêtent pas de se tromper l'un l'autre, et que finalement, ils ont une autre idée de leur propre histoire, et c'est probablement pour ça aussi que Musset écrit leur aventure, Confession d'un enfant du siècle, et qu'elle fera à son tour de son côté. Et puis après, il y aura le frère de Musset écrira un autre livre qui s'appellera Lui et elle. Il y a eu elle et lui. Enfin, tout le monde a écrit sur leur histoire, qui a duré finalement assez peu de temps. Après, elle a eu des amours elle était amoureuse de Chopin, qu'elle appelait mon cher cadavre. Ça en dit long sur leur rapport. Et c'était une femme qui était essentielle pour l'époque, qui était essentielle dans son mode de vie, qui était essentielle alors on connaît tous son histoire quand elle prend les pantalons, comme d'autres d'ailleurs,
Elle demande une autorisation préfectorale. Aujourd'hui, c'est une autorisation préfectorale. Enfin, on dit que c'était ça. Et à l'époque, je ne sais plus comment s'appelait le préfet, c'est la même chose. Il fallait une acceptation officielle pour que les femmes portent le pantalon. Et elle l'a eu. Et elle le faisait juste pour aller là où les hommes allaient, où les femmes étaient interdites. C'est-à-dire, par exemple, au premier rang au théâtre, ou bien dans des réunions politiques. Et donc, pour en revenir à 1851, puis 1852, donc le coup d'État, 51, et le nouvel ce second empire en 1852. Et alors là, c'est une répression terrible qui s'abat sur les socialistes, bien sûr, mais les républicains au sens large. Et donc, la plupart sont obligés de fuir, de s'exiler. On va en reparler de Hugo et d'autres. Et puis, ceux qui sont un peu moins menacés retournent chez eux dans leur terre et se cachent un petit peu. C'est le retour de la censure, la fin de la liberté de la presse qui avait été quand même rétablie par la République en 1948. Voilà, et donc on va parler un peu des proscrits et bien sûr de Hugo, qui est le plus célèbre, Bruxelles, puis Jersey, Guernesey. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu son parcours? Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne perd pas de vue son œuvre, hein. C'est toujours aussi c'est la partie fondamentale de sa vie, plus que l'engagement politique, son œuvre, et qui va enrichir immédiatement d'un pamphlet, Napoléon le Petit, et puis d'un recueil de poésie, Les Châtiments. Tous les deux, l'un en prose, l'autre en vers, sont des textes assassins envers Napoléon III. Et donc, comment est-ce que, justement, dans cet exil, dans cette vie un peu de bric-à-brac, comment est-ce qu'il fait pour écrire et surtout publier, diffuser ces textes-là? Alors, Victor Hugo, c'est celui qui continue, qui s'oppose donc à Louis-Napoléon Bonaparte à partir du moment où il y a le coup d'État du 2 décembre, contrairement à d'autres. C'est-à-dire que Dumas est exilé lui aussi à Bruxelles, mais il s'exile pour des raisons financières. Comme il a fait faillite, il a été très riche, Alexandre Dumas. Il a été très riche, il a vendu beaucoup de livres, et puis il est devenu très pauvre parce qu'il a beaucoup dépensé, il a fait fortune, ça a duré assez peu de temps. Balzac, lui, je fais un état des lieux général. Balzac, lui, qui est absolument... Alors, on peut parler de Balzac un peu... Après, je reviendrai à Hugo, mais Balzac, quand il a 20 ans, il écrit à sa sœur en lui disant « Trouve-moi une héritière riche, une veuve riche ». Et puis, toute sa vie, il a cherché des femmes riches. Toute sa vie. Et puis, il en a trouvé quelques-unes qui sont devenues ses meilleures amies, quelques-unes de ses maîtresses, et puis un jour, il rencontre, on lui envoie une lettre d'une jeune ukrainienne, polonaise ukrainienne, c'était entre les deux pays à ce moment-là, qui s'appelle Madame Anska, et donc il comprend tout de suite qu'elle est riche, mais qu'elle est loin. Puis en plus, elle est mariée. Toujours est-il qu'il entreprend une correspondance avec elle, une correspondance régulière. Et puis, ils se rencontrent en Suisse, le mari est là, mais c'est pas grave, et elle devient en effet sa maîtresse. Et puis, il revient à Paris, et il lui écrit tout le temps. C'est extraordinaire la manière dont ces écrivains ont écrit. C'est incroyable. Ils devaient passer leur temps à ça et à faire la fête. Mais la correspondance de Balzac, elle est conséquente, celle de Hugo également, celle de Dumas aussi, et il y a leurs œuvres. Donc, Balzac, il écrit beaucoup, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme Dumas, pour gagner de l'argent. Il veut gagner de l'argent, il achète plein de trucs, il s'endette, et quand il écrit à Madame Anska, à un moment donné, quand il s'engueule, il lui dit « Mais attendez, je vous écris une lettre par jour, à la place, je pourrais écrire un feuilleton, ça me rapporterait 10 francs. » Donc c'est des rapports comme ça, puis le mari meurt, alors il est tout content. Il dit « Bon, on va se marier », mais elle ne veut pas. Parce qu'elle le fait suivre, elle comprend bien qu'il la trompe, il lui emprunte de l'argent, elle voit bien qu'il dépense énormément. Il va lui acheter une maison avec son argent à elle, puis finalement elle va accepter enfin de se marier, il va y aller. Le rêve de sa vie, il épouse une femme riche, il va là-bas, il est absolument fasciné, elle a des terres, le servage en Russie, elle avait des centaines, des milliers de serfs, donc il est ravi. Il y va, il l'épouse, il la ramène en France et il meurt. Et en 1948, parce que je ne perds pas le Nord, en 1948, lui, il est tsariste. C'est-à-dire que de toute façon, Balzac, il est extrêmement conservateur. Et il a toujours été conservateur.
contrairement à George Sand, à Marie Dagoul, qui est une autre femme extrêmement importante pour laquelle j'ai beaucoup de respect, dont on parle très peu. Donc lui, au moment du coup d'État, en fait, il s'en fiche un peu. D'abord, il va bientôt mourir. Il va mourir quelques années plus tard. Et ce qui compte, c'est écrire et épouser la femme riche. Alexandre Dumas, lui, il est donc à Bruxelles pour des raisons pécuniaires, d'argent. Et puis, il va rentrer assez vite en France. Baudelaire, dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même une figure absolument essentielle de cette époque. Baudelaire, en 1948, alors lui, il était très violent. Il avait créé un journal, il y a eu 3 numéros, je vous rassure, mais il est très violent comme toujours Baudelaire. Mais en 1948, il reste, ou après le coup d'État, il reste en France, il ne bouge pas. Mais les écrits de Baudelaire sur cette époque sont quand même extrêmement intéressants parce que Baudelaire, c'est un personnage j'étais assez méchant avec lui à un moment, je pensais, puis je me suis rattrapé après parce que il est méchant, il est violent avec absolument tout le monde, il a envie d'être original, donc il a les cheveux verts un jour, puis les cheveux jaunes un autre, et puis quand il rencontre Maxime Ducamp, qui l'invite à déjeuner, Maxime Ducamp lui dit « Vous buvez un verre de vin, un verre de rouge ?» Il dit « Non, je veux une bouteille de rouge et une bouteille de blanc. » Puis il boit tout. Et puis tout est un peu comme ça. Il y a un texte de je ne sais plus qui dit de lui, en fait, ce qu'il veut, c'est s'étonner lui-même, quoi. En fait, en vérité, c'est un peu ça. Donc en 1948, il est formidable. Et puis, on y reviendra parce qu'il va écrire quand même... ces gens-là ont écrit des œuvres. Hein. Flaubert écrivait Madame Bovary et lui écrivait son recueil de poésie qui va faire un scandale, c'est Les Fleurs du Mal. On va raconter tout ça. Et Hugo, pour revenir à Hugo, lui, alors contrairement aux autres, au moment du coup d'État, il s'engage absolument. C'est-à-dire qu'il parcourt Paris avec les députés socialistes et républicains qui s'opposent au coup d'État. Sa tête est mise à prix et il finit par fuir la France, déguisé en ouvrier. Il prend le train Gare du Nord, il va à Bruxelles et puis ensuite il va s'exiler avec sa famille à Jersey puis à Guernesey. Et la question c'était sur son œuvre, sur Napoléon le Petit et surtout peut-être sur les châtiments. Parce que vous racontez un petit peu la manière dont, bien sûr, sa tête a été mise à prix, vous l'avez dit, c'est le grand proscrit, donc sa correspondance est lue, observée, et ses textes sont interdits. C'est-à-dire qu'il ne peut rien envoyer en France. C'est-à-dire qu'il est tellement connu à l'époque, et c'est tellement la figure de l'opposition que... il y a les douaniers, les policiers fouillent tout ce qui revient, tout ce qui arrive de Jersey, puis de Guernesey, c'est-à-dire notamment ces livres Napoléon le Petit, qui est donc ce pamphlet contre Napoléon et qui est évidemment interdit et qui arrive dans des canaux sous des doubles fonds. Toute son œuvre, tout ce qu'il aura publié en exil, à part, et on y reviendra, son œuvre majeure, mais Les Misérables, mais autrement, toutes ces œuvres arrivent clandestinement en France, sont imprimées en Belgique, parce qu'en Belgique, on peut publier, et en France, où on ne peut pas publier, donc il a un système clandestin, etc., etc. Et de même, sa correspondance est de la même manière absolument surveillée. Et pour vous raconter une anecdote, une histoire, la manière dont j'ai pu travailler, par exemple, quand je suis à Guernesey avec Flaubert et que je m'intéresse à la manière dont il postait son courrier, dont il vivait avec sa famille, j'écrivais en même temps, en parallèle, parce que c'était au même moment, Flaubert qui écrit Madame Bovary. Parce que c'est un événement considérable, la publication de Madame Bovary. Et je n'arrivais pas... Et en fait, le principe de ces livres, c'est que je les scénarise. Je n'ai pas envie d'écrire... alors voilà, Hugo est à Guernesey et Flaubert est à Rouen, enfin à Croisset, près de Rouen. Et puis voilà, je cherche un lien entre les deux, je cherche quelque chose qui donne envie. Et je découvre comme ça une lettre de Victor Hugo, écrite à Guernesey et qui s'adresse à Flaubert, cher monsieur, parce qu'ils ne se connaissent pas.
Et alors je fouille le truc, je vais dans la correspondance de Flaubert et je découvre qu'en effet, il y a eu une vraie correspondance qui a commencé à ce moment-là, au moment où Victor Hugo était en exil et sous le Second Empire. Il y a eu une correspondance qui s'est ébauchée. Et pourquoi et comment? C'est parce que quand il écrivait Victor Hugo en France, comme on connaissait ses interlocuteurs et que les interlocuteurs étaient surveillés et donc le courrier observé et censuré, Victor Hugo avait pris l'habitude d'avoir des boîtes aux lettres en fait. Et il envoyait du courrier à Londres à un proscrit, un exilé comme lui, avec plusieurs enveloppes. Et l'exilé enlevait la première enveloppe qui lui était adressée, l'envoyait à une boîte aux lettres en France, qui envoyait à une deuxième boîte aux lettres, etc. Et puis Flaubert a servi de boîte aux lettres. C'est-à-dire que la maîtresse de Flaubert, qui s'appelait Louise Collet, connaissait Victor Hugo et a dit un jour à Victor Hugo, mais écris donc à Louise Collet, écris donc à Gustave Flaubert, qui est mon amant, et puis après je me débrouillerai avec lui pour que le courrier... Et c'est comme ça que le lien se fait. C'est-à-dire que Victor Hugo écrit au proscrit anglais, qui envoie la lettre à Gustave Flaubert, qui envoie la lettre à Louise Collet, qui dépose la lettre à Paris dans la boîte aux lettres de celui qui doit recevoir le courrier. Et c'est très intéressant parce que du coup, on a à la fois, on découvre la correspondance entre les deux, qui est extrêmement respectueuse, extrêmement... voilà. Et Flaubert, qui a une admiration sans borne pour Hugo, sauf pour Les Misérables, j'en parlerai éventuellement, mais qui adore, enfin qui est passionné par son écriture et qui est vraiment extrêmement admiratif, déteste ses engagements politiques. Flaubert, il est extrêmement conservateur. Et donc, il envoie des lettres d'admiration sans borne à Victor Hugo en disant « Mon cher maître, évidemment, n'hésitez pas, je me fais un plaisir d'envoyer vos lettres. » Et puis il écrit à Louise Collet en disant « Mais quel est ce vieux crocodile, il n'est vraiment pas possible, ces prises d'opposition, c'est n'importe quoi. » Et donc, ça me permet comme ça donc, de raconter la vie de Victor Hugo à Guernesey et celle de Flaubert quand il écrit Madame Bovary. Et on en arrive au procès éventuellement. Éventuellement, oui, juste pour signaler, que vous le dites, que les châtiments, par exemple, s'écoulent quand même à 40 000 exemplaires. Et puis, quelques années plus tard, les Contemplations, alors qu'il y a un texte moins polémique. Disons, mais qui fait là la fortune de Victor Hugo, qui lui permet d'acheter cette maison immense de Hauteville House dans laquelle il va ensuite. Donc finalement, la censure et le contrôle de l'édition semble pas, ou en tout cas de la diffusion, semble pas fonctionner vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter. D'abord, il y a des faussaires, il y a beaucoup de faussaires à l'époque. Donc il y a des éditions clandestines qui sont vendues très cher. Et puis il y a des éditions belges qui arrivent en France. Et puis malgré la censure, ils trouvent des systèmes. Hein. Il y a des impressions qui se font aussi à Londres et les éditions clandestines arrivent à passer. Mais par exemple, quand Hugo veut envoyer ce qu'on appelle aujourd'hui des services de presse, c'est-à-dire des livres dédicacés par lui, soit il envoie des cahiers, c'est-à-dire il fait plusieurs envois, et puis après, il faut recoudre le livre, soit il envoie des dédicaces sur des feuilles volantes que ses correspondants à Paris distribuent aux journalistes. Et donc oui, je voulais les procès de... Oui, alors Madame Bovary, mais alors, avant le procès, il y a l'écriture. Vous décrivez quand même l'écriture, le processus d'écriture qui est, semble-t-il, une vraie souffrance morale et physique pour Flaubert. Enfin, il se voit et il vieillit, il est malade aussi. En fait, Flaubert, quand on regarde les œuvres complètes de tous ces gens-là, c'est Flaubert qui a le moins écrit. Moi, j'ai les œuvres complètes de tous, et souvent dans des éditions qui datent... pas de cette époque, mais pas loin. Balzac, c'est énorme. La Comédie humaine, c'est énorme. Il faut savoir que Balzac, il a écrit, et quand il a commencé à écrire, il écrivait donc, comme je l'ai dit, pour la presse, mais c'est vrai qu'il n'imaginait pas faire une œuvre aussi considérable. Et à un moment, il a repris tout ce qu'il a écrit, et il l'a inclus dans cet ensemble qu'il a appelé la Comédie humaine. Et cet ensemble, il a repris les personnages pour les agencer les uns par rapport aux autres. Bon, c'est une œuvre formidable et énorme. Dumas, Alexandre Dumas, lui, il a écrit pour la presse 15 livres en même temps, Les Trois Mousquetaires, et puis Monte Cristo, et enfin 20 ans après, etc. Il écrivait simultanément plusieurs livres,
C'est comme ça qu'il a fait fortune, avec des collaborateurs, notamment Auguste Maquet, qui est son premier collaborateur, et qui lui a fait un procès parce qu'il voulait récupérer de l'argent, ce qui était absolument normal, et son nom sur les livres, ce qu'il n'a pas obtenu, et qui n'était pas normal non plus, qui n'est pas normal non plus de mon point de vue. Bref. Et Flaubert, Flaubert, c'est très restreint, parce qu'il passait des années et des années à écrire ses livres. Et quand il publie Madame Bovary, il a écrit, mais il n'a pas publié La Tentation de Saint-Antoine, qu'il publiera plus tard, parce que ça n'a pas plu à ses amis, à qui il lisait à voix haute son œuvre. Mais Madame Bovary, ça lui a pris au moins 5 ans d'écriture. Et Flaubert, et d'ailleurs, c'est extrêmement... Moi, je suis en train, parce que comme je travaille sur le tome 3, je suis en train de relire Zola. Et par curiosité comme ça, j'ai relu, j'adore Balzac, j'adore ces gens-là, hein, je trouve que c'est des écrivains immenses, mais celui qui rend le roman vraiment moderne et qui opère la bascule, c'est Flaubert. C'est-à-dire qu'il a un rapport au style qui est quand même exceptionnel. Je raconte un peu pourquoi et comment par exemple, il utilise le point-virgule dans ses énumérations et comment il joue avec la concordance des temps. Il déteste les assonances, c'est-à-dire qu'il lit à voix haute à ses copains ou pour lui-même parce qu'il veut que ça glisse. Et puis à un moment donné, il y a une dissonance qui n'arrive pas, j'ai plus la phrase en mémoire, qui n'arrive pas à corriger dans Madame Bovary, et il s'en veut atrocement. Il en parle à Théophile Gautier en disant c'est la honte pour moi. Enfin, c'est un styliste absolu. Et il passe un temps infini sur son travail. Et sa vie est consacrée au travail. Et quand il a cette histoire amoureuse avec Louise Collet, qui écrit elle aussi, moins bien quand même, mais qui écrit et qui publie beaucoup quand lui ne publie pas parce qu'il n'a pas fini son travail, il l'engueule en disant « mais t'écris pas bien, quoi. Il faudrait quand même que tu te soucies un peu plus de l'art. » Le rapport à l'art est quelque chose d'absolument essentiel, et c'est tout à fait essentiel dans sa vie. Et donc, à un moment donné, il finit Madame Bovary, et on publie Madame Bovary. Donc, pareil, il le publie d'abord dans la presse, et celui qui dirige, j'ai oublié le nom du journal dans lequel Madame Bovary est pré-publiée, mais c'est Maxime Ducamp, qui est son grand ami, qui publie Madame Bovary, et qui lui dit, il y a quand même des passages que tu pourrais pas, que tu devrais enlever. Et il y a notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de Madame Bovary, de ce passage qui est un passage absolument extraordinaire, c'est quand elle cède à Léon, c'est-à-dire elle sort d'une église, et puis elle monte dans une voiture, et il y a Léon, qui est donc son amant, enfin qui va devenir son amant, et donc Flaubert raconte seulement la course de cette voiture autour de la ville. Et c'est absolument extraordinaire, parce qu'on ne voit rien. Il y a juste à un moment donné, il y a un mouchoir ou un tissu qui sort de la voiture et on entend la voix d'un homme à l'intérieur de la voiture qui hurle au cocher « Continuez, continuez, continuez ». Donc on imagine ce qui se passe dans la voiture, mais rien n'est dit. Et Maxime Ducamp lui dit « mais tu peux pas laisser ça, quoi. C'est pas possible ». Donc il l'enlève de la publication de la presse. Flaubert est furieux, mais bon. Et quand le livre paraît quelque temps plus tard, ce passage est inclus dans le livre. Et là, il y a un procès. Et on demande, le procureur demande l'interdiction de plusieurs passages, dont celui-ci. Et ce que j'ai fait pour ces 2 procès majeurs de cette époque, c'est-à-dire celui-ci et les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est que j'ai mis en parallèle le réquisitoire du procureur et les passages visés. Et ça en dit long sur le rapport du pouvoir de l'époque, ou de la morale de l'époque, avec la religion, avec la condition des femmes, avec le travail. Enfin, ça en dit long sur tout. En fait, ces procès sont des choses qui sont considérables, et je les ai décrits un peu parce que je trouve que ça raconte beaucoup de choses sur la société. Oui, les 2 livres sont attaqués à peu près pour les mêmes motifs, c'est-à-dire atteinte à la morale publique et atteinte à la religion. Ouais. Et alors, c'est vrai que cette figure de procureur qui a ensuite, dans la littérature postérieure, été assez moquée, c'est Ernest Pinard. Et qui dit d'ailleurs au procès
avant le verdict du procès de Flaubert, et après avoir lu une scène, il dit « Certes, c'est une peinture admirable sous le rapport du talent, mais une peinture exécrable au point de vue de la morale. » Et donc, bon, on peut lui reconnaître quand même une petite sensibilité littéraire, mais Flaubert, lui, est acquitté, alors que Baudelaire sera condamné. Baudelaire est condamné. Et pourquoi, selon vous, est-ce que c'est les appuis peut-être Parce que quand, en fait, c'est vrai que Flaubert était assez appuyé. Baudelaire moins. Baudelaire a demandé l'appui d'une femme dont je parle pas mal dans le livre, qui s'appelle Madame Sabatier, parce que tous les salons, ou la plupart des salons, étaient tenus par des femmes, et des femmes souvent absolument remarquables. Et Madame Sabatier était une femme assez merveilleuse qui, tous les dimanches, réunissait Flaubert, Gautier, Baudelaire. Et ce qui est amusant dans ces salons, c'est que les gens se lâchent. C'est-à-dire que tout le monde était amoureux de Madame Sabatier, en tout cas tout le monde avait envie de l'emmener dans son lit. Et donc ils lui écrivaient tous des textes absolument cochons, mais c'était très fermé, quoi. Donc Baudelaire avait demandé l'appui de cette femme parce que Flaubert avait été un peu soutenu par la sœur de Napoléon III, et que Baudelaire, le malheureux, n'a pas réussi à aller jusque-là. Et donc il a essayé de trouver des appuis ailleurs, mais il a été condamné. Et c'est ça le paradoxe de Baudelaire. C'est le paradoxe formidable de Baudelaire. Quand je disais qu'il était méchant, il mord toujours la main de celui qui l'aide. Et donc, il a eu une histoire d'amour avec Madame Sabatier qui a duré juste 2 fois. Et puis ensuite, il l'a jetée alors qu'elle l'a beaucoup aidée et qu'elle était assez amoureuse de lui. Et bien qu'ayant écrit Les Fleurs du Mal, il écrit une lettre à l'impératrice pour lui demander de baisser l'amende. Et cette lettre est quand même un tissu d'hypocrisie absolue. D'ailleurs, je vais raconter une anecdote sur Baudelaire, qui n'est pas dans ce tome-là, parce que ce sera dans le 3e, mais ça fait rien. C'est quand c'est Hugo publie Les Misérables. Alors ça, c'est un événement absolument considérable. D'abord, il organise tout lui-même, ou à peu près lui-même. Son éditeur habituel, qui s'appelle Jules Hetzel, lui propose beaucoup d'argent, mais il ne veut pas, parce qu'il y en a un autre qui est en Belgique, qui s'appelle Monsieur Lacroix, et qui lui propose beaucoup, beaucoup plus, et qu'il a des soucis d'argent, on y reviendra peut-être, parce que les soucis d'argent de Victor Hugo, il mettait tellement d'argent dans ses passes et dans les bordels que finalement, et puis aussi aux exilés quand même, mais il était dépensier beaucoup dans cette matière. Toujours est-il qu'il vend les Misérables une fortune absolue qui correspond aujourd'hui à peu près 1 million d'euros, ce qui est considérable. Et donc, il organise la publication du livre, mais de manière extraordinaire. Les journalistes sont prévenus. Enfin, tout est fait formidablement bien. Et le livre n'est pas censuré, parce que l'argumentation de Victor Hugo était très simple, en disant que ça se passe avant l'Empire, donc je ne parle pas de l'empereur, de Napoléon III. Donc, bon. Et le livre sort à Paris, et c'est donc un événement qu'on n'a jamais vu. C'est un lancement de livre qu'on n'a jamais vu, même aujourd'hui, hein. C'est incroyable, quoi. Et il se vend tout de suite énormément. Quel est le rapport de la presse sur Les Misérables ? Il y a assez peu de presse, pas tellement, parce que d'abord, on ne veut pas mécontenter l'Empire, hein, la censure règne, et on ne veut pas mécontenter les censeurs en encensant Victor Hugo. Mais ses amis n'aiment pas du tout. Et moi, j'ai retrouvé les textes des uns et des autres. Et quand on relit Les Misérables, je me dis, par exemple, Flaubert, il dit, il n'aime pas. Mais alors lui, il n'aime pas du tout. Alors il dit, c'est populacier, bon, Flaubert était réactionnaire. Mais il dit des choses justes. Il dit, c'est quand même plein de digressions trop longues, trop prétentieuses, ce qui est un peu vrai quand même, hein. Dans l'histoire des Misérables, il a écrit Les Misérables en 2 temps. Victor Hugo, et la deuxième version des Misérables, c'est là où en effet il se prend un peu au sérieux. Il a beaucoup de digressions philosophiques, politiques, il se met en scène lui-même, et donc Flaubert n'aime pas, Dumas n'aime pas, mais le mieux c'est Baudelaire, parce que Baudelaire il fait un article dans une revue qui s'appelle L'Artiste, un article assez long dans lequel il dit plutôt du bien du livre. Et puis, Victor Hugo lui écrit une lettre. Les lettres de Victor Hugo sont absolument magnifiques. À part ça, c'est vraiment il sait écrire, quoi. C'est incontestable. Donc, il lui envoie une lettre de remerciement qui est très belle.
Et Baudelaire envoie la lettre à sa mère ainsi qu'avec son article à lui en disant « Regarde comme je suis hypocrite et regarde comme ce type est débile. Regarde la lettre qu'il m'envoie. » Et en fait, c'est extraordinaire. Alors, c'est une espèce d'hypocrisie réciproque, quoi. Il s'envoie des lettres, c'est comme Flaubert, quoi, en disant « Je vous aime, je vous admire ». Et puis en vrai, il se tacle. Mais ce qui m'intéresse, en vérité, c'est ce qu'ils disent des œuvres. Et Victor Hugo, qui était absolument aimé par tous, c'est vraiment le grand écrivain de l'époque, mais ces gens-là n'ont pas aimé Les Misérables. Oui, alors pour en revenir, parce que là c'est une petite incise, je pense que vous faites au 3e volume, parce que Les Misérables n'est pas sorti encore. C'est le même sujet, c'est le même personnage. Tout à fait. Mais pour en revenir à... Je vous sers à boire. Merci. Notamment aux Fleurs du Mal et à Madame Bovary, on ne peut pas dire que l'accueil critique soit non plus très très favorable, au-delà des ennuis judiciaires. Et Victor Hugo, lui, en tout cas dans la correspondance, a l'air d'être, un des seuls en tout cas à encourager 2 auteurs. Notamment, il écrit à Baudelaire en lui disant « Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. » Et puis là, des mots un peu, alors pas similaires, mais sur Madame Bovary aussi. Alors que les critiques de l'époque ne sont pas... Il y a assez peu, je dois dire qu'il y a... Je réfléchis en vous parlant, mais il y a je connais assez peu de critiques négatives de Victor Hugo sur les œuvres de ses contemporains, sauf Stendhal. Voilà, il déteste Stendhal. Je ne sais plus qui lui fait lire Stendhal, et il dit « Mais comment on peut écrire aussi mal ?» Il est très très dur avec Stendhal. Et d'ailleurs, finalement, on parle assez peu de Stendhal à cette époque parce que d'abord, Stendhal était beaucoup en Italie et il ne fréquentait pas ces cercles-là, en fait. Mais le seul qui a vraiment défendu Stendhal, c'est Balzac. Balzac adorait Stendhal. L'œuvre, il ne connaissait pas l'homme. Et alors on a parlé un tout petit peu parce que là on parle beaucoup des écrivains et donc de la peinture, effectivement, vous avez parlé de Delacroix et un petit peu de Courbet, c'est celui peut-être qui fait l'entrée la plus fracassante. Oui. Je parle des musiciens aussi. Oui, dans le premier volume aussi, beaucoup des musiciens. Courbet, lui, c'est pareil, il débarque sur la scène picturale et artistique en général de cette époque, avec un accueil plutôt mitigé de la part de ses contemporains, de Delacroix, même de Baudelaire, qui est son ami, mais son œuvre n'est pas... Courbet, Courbet, il vient de la campagne, c'est pas un citadin. Il vient de la campagne et il peint les paysans. Il peint son milieu et il peint son univers. Et il est très... donc il vient à Paris, il habite Paris, il est entre Paris et sa campagne, dans le Doubs. Il y a le musée Courbet, il est magnifique, je suis allé cet été. Et en fait, il peint la vie. Il peint le monde tel qu'il le voit. Il est réaliste. C'est un peintre tout à fait réaliste et qui se bat pour être exposé. Alors, il fait des œuvres énormes, très longues, très grandes. Si vous allez à Orsay, ces grandes toiles se trouvent là-bas. Et il est, comme beaucoup, quoi. C'est-à-dire, en fait, le mouvement des arts, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que une œuvre apparaît, elle est jugée par ceux qui ont les critiques, que Delacroix appelle les 13 ânes, les ânes battés, les 13 ânes, c'est les critiques pour lui. Ils sont tous critiqués par les 13 ânes, et puis ils deviennent 13 ânes à leur tour. C'est toujours un peu comme ça le mouvement. Par exemple, c'est vraiment l'histoire de Matisse et de Picasso, quoi. C'est-à-dire que Matisse et Picasso n'était pas dans les jurys officiels comme ça, mais Matisse, oui. Et Matisse, il a été détesté, il a été rejeté par les salons officiels jusqu'au moment où il est devenu lui-même critique officiel et où il a jeté d'autres, ceux qui l'ont suivi. En fait, tout le mouvement artistique, il évolue de cette façon-là. Et quand Courbet arrive, alors c'est un événement considérable. D'abord parce que sa peinture est extrêmement réaliste. Ensuite parce que il peint des milieux qu'on ne connaît pas à Paris, qui sont encore une fois, Millet est là aussi, mais c'est moins important que Courbet. Et Courbet est refusé dans les salons officiels. Et donc il décide de créer son propre salon.
il y a une exposition universelle, après une exposition universelle, j'ai oublié en quelle année il expose, il crée son pavillon des refusés. 1855, je crois. 1855. Donc, à côté des pavillons officiels, il construit une baraque qui ressemble un peu à ça, en grand, et puis il expose les œuvres à ses propres frais, des œuvres qui sont interdites ailleurs, quoi. Et à la fois, il est critiqué par exemple, son père. Son père a une ferme assez riche, il est un homme, etc. Et qui, quand il voit son fils peindre des vaches, des champs, etc., il dit, mais attends, mes vaches, elles ne se reconnaîtraient pas dans tes vaches à toi, quoi. C'est impossible, tu ne peux pas imaginer ta vache à toi en train de boire ou en train de manger de l'herbe. Donc il est critiqué à la fois par le réalisme paternel, si j'ose dire, et aussi par Baudelaire. Alors Baudelaire lui reproche sa grossièreté, son inculture et sa grossièreté, ce qui est plutôt méchant. Et Courbet reproche à Baudelaire l'usage immodéré qui fait de l'alcool et des drogues. Je raconte les soirées à l'hôtel Pimodan où on prend du hashish avec joie, perte et fracas, et tout le monde vient là. Bref, et Courbet, un jour, peint une toile. Si vous allez au musée d'Orsay, vous regarderez, parce que c'est quand même une histoire que je trouve formidable. Il peint une toile qui s'appelle l'Atelier du peintre. Il est au centre, c'est une toile qui est gigantesque. Il est au centre de la toile. Et puis, il a représenté à gauche les officiels, lui-même au centre avec quelques femmes autour, bien sûr, et puis à droite, les artistes ou d'autres personnes. Et il a peint Baudelaire. Et il a peint la maîtresse de Baudelaire, qu'on appelle la Vénus noire, qui est une Antillaise, qui est une femme, c'est étonnant d'ailleurs, c'est une femme qui était comédienne que Baudelaire a rencontrée sur un théâtre, et ils n'ont cessé de se déchirer toute leur vie, d'être ensemble, de ne pas être ensemble. Et en fait, c'est quand même une muse pour Baudelaire, elle est vraiment essentielle dans son œuvre poétique. Et donc, Courbet, qui la connaît, l'a peint à côté de Baudelaire. Et Baudelaire, quand il arrive dans cette exposition et qu'il voit ce tableau, il dit à Courbet, mais moi tu peux me laisser, mais elle, non, tu l'enlèves. Et donc, Courbet efface le portrait de cette femme, le visage de cette femme, et Jeanne Duval. Jeanne Duval, la Vénus noire, Jeanne Duval. Il l'efface, mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, elle réapparaît. Et donc, si vous allez à Orsay, que vous regardez la toile, eh ben, vous voyez à côté de Baudelaire, d'abord il y avait un blanc naguère, mais maintenant, il n'y avait pas de forme. Maintenant, il y a une forme qui apparaît peu à peu, et je pense que dans 50 ans, on verra le visage de cette femme peint par Courbet. Et Baudelaire, c'était son paradoxe, n'a pas écrit sur ses amis peintres. Il avait une adoration pour Delacroix, qu'il connaissait un peu, mais pas beaucoup. Mais il n'a pas écrit sur Courbet ou deux lignes. Et de la même manière, il n'a pas écrit, ou deux lignes aussi, sur Manet. Et il n'a pas écrit non plus sur Nadar. Nadar dont je parle, parce que c'est un personnage que je trouve tout à fait extraordinaire. Nadar qui a inventé la peinture et qui a inventé la photographie, le portrait photographique, qui n'a pas cessé de photographier Baudelaire, parce que Baudelaire, qui détestait la photo et toute forme de modernité, allait tout le temps chez Nadar en lui disant « photographie-moi s'il te plaît ». Donc il y a pas mal de portraits de Baudelaire par Nadar, mais Baudelaire n'en a pas parlé dans son œuvre, alors qu'il n'a jamais cessé de critiquer la photographie. Oui, et justement, Nadar, c'est une figure aussi importante de ces années-là. Vous en parlez un petit peu de son rapport avec Baudelaire et surtout de sa vision à lui de la photographie comme effectivement un art, alors que la pratique photographique telle qu'elle se développe dès le début est plutôt une pratique industrielle ou de publicitaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on découvre la photographie, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Et Nadar, qui développe d'abord la photographie personnelle et la photographie de portrait, puis après il va développer la photographie aérienne, mais quand il fait des portraits, pour lui c'est une œuvre d'art.
Mais pour les gens comprennent pas. C'est-à-dire, Delacroix fait son portrait, je raconte ça plus tard, pas dans le tome 2, mais Delacroix, pose pour Nadar, et puis il trouve la photo mauvaise, il lui détruit là, alors qu'en fait elle est magnifique, et d'ailleurs Nadar a refusé de la détruire. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on ne comprend rien à la photo. C'est-à-dire que Nadar reçoit des demandes de photographie. Par exemple, il a une lettre qui pourrait venir de Toulouse, d'un type qui lui dit: est-ce que vous pourriez me photographier à Toulouse, dans cette salle qui est très belle, là, comme ça, sur le fauteuil rouge. Ben oui, mais sauf qu'il n'est pas là. Mais ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'à distance, on peut prendre une photo et on peut photographier. Et tout est un peu comme ça. Ou bien il y a par exemple 2 amis qui viennent se faire photographier et qui, découvrant leur double portrait, se trouvent... Alors lui, il trouve ça formidable, puis l'autre aussi, sauf qu'ils confondent. C'est-à-dire qu'il voit son copain, il dit que c'est lui, il croit que c'est lui. Enfin, le début de la photo, c'est assez drôle. Les mémoires de Nadar sont quelque chose d'assez amusant. Très mal écrit, mais très amusant. Et oui, ce qu'il dit du portrait, c'est qu'effectivement, il ne cherche pas à faire apparaître seulement une image fidèle, mais les mouvements un peu comme Oui, le c'est peintre. pas comme Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, qui découvre la photo aussi, met son fils à la photo. Et il trouve que son fils le photographie très bien. Donc il pose pour son fils. Alors Victor Hugo assis avec un micro, il n'y avait pas de micro à l'époque, Victor Hugo regardant la France, Victor Hugo réfléchissant, enfin les portraits de Victor Hugo par son fils, c'est quelque chose de formidable, ça constitue une grande partie du storytelling de Victor Hugo. Et il vend ses photos, ou il les envoie. Mais ce n'est que lui, alors que chez Nadar, d'abord c'est Nadar qui photographie autrui, et qui ne demande pas à son fils de le photographier, mais il y a une recherche artistique dans l'art du portrait, et on connaît Nadar et on aime Nadar à cause de ça. Moi, j'avais juste une question sur un personnage aussi qui est assez présent dans le premier et qu'il est moins là, et en l'occurrence il disparaît dans ce second volume, c'est Nerval. Et peut-être avec lui, c'est en fait justement, vous avez parlé de ces 2 volumes là, ces 2 premiers volumes de la tétralogie qui sont un peu comme en fait un seul et même volume sur le romantisme, et que Nerval, c'est un peu justement pas le théoricien parce qu'il n'a pas théorisé, mais le soleil noir, enfin l'école. La vie de Nerval est tragique. Nerval était fou. Il avait une espèce de folie créatrice également, hein. Mais il a une vie très très difficile. Il rêve sa vie. Il rêve qu'il est amoureux d'une femme et puis c'est pas elle. Et puis il croit que c'est elle. Et sa poésie, c'est que ça. C'est d'ailleurs une poésie magnifique. Et il est pauvre toute sa vie. Il va chercher. Il emmène son copain Théophile Gautier pour chercher l'idéal d'une femme blonde. Parce qu'il pense qu'il n'y en a pas en France alors qu'il y en a plein. Donc il va en Allemagne, puis il ne la trouve pas. Puis on voit une. Enfin, la vie de Nerval, c'est une succession de malheurs, de douleurs. Il était adoré, Nerval. Hein. Il était absolument adoré, mais il est à l'écart, quoi. Il est toujours un peu à l'écart, et puis il meurt d'une manière tragique, puisqu'il meurt très pauvre, il se suicide. C'est un personnage extrêmement attachant, en fait. Très attachant, mais très différent des autres, parce que il n'est pas dans le truc, quoi. C'est comme une espèce de manège, il est à côté, ou alors il tombe du manège. Il ne tourne pas avec les autres, quoi. Mais les autres l'adorent, et c'est un personnage qui est merveilleux, très attachant. Série, merci, Les Aventuriers de l'Art, je crois que c'était sur Arte. Vous y avez participé Alors il y a 2 séries, qui sont adaptées, enfin, autour de mes livres. Il y a Les Aventuriers de l'Art moderne, qui raconte Bohème, Libertad et Minuit, et qui est vraiment un travail extraordinaire, qui a été fait par des artistes, des femmes d'Angoulême qui ont une trentaine d'années, ça c'est absolument magnifique, et qui a été diffusée sur Arte il y a 2 ou 3 ans. Et il y a une autre série, une série sur le romantisme, par la même équipe. Je trouve ça moins fort. Mais quand même, elle existe. Mais c'est moins fort parce que sur Les Aventuriers de l'Art moderne, on a fait 6 épisodes, tandis que sur le romantisme, ils ont fait, parce que je l'ai initié, mais après je suis parti parce que je voulais écrire mes livres, il n'y en a que 4, et c'est très difficile, en 4 épisodes de 52 minutes, de raconter une période qui est si dense, quoi, si riche, vous savez, un scénario, mettons 4 épisodes de scénario, ça fait 200 pages.
moi, ça fera 1600 pages. Donc c'est très... mais c'est bien que ça existe, quoi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, là, on peut peut-être passer à un échange plus informel sans les micros. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier, Dan Frank, pour cette rencontre. Merci. C'était l'écrivain Dan Frank à la librairie Ombre Blanche, mardi 9 décembre 2025, autour de la parution chez Grasset du 2e volume de la tétralogie Le roman des artistes. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.